Il est 19 h, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de cette édition du vendredi 17 septembre. L'inquiétude pour les 7 otages, dont 5 Français enlevés hier dans le nord Niger. Dans l'attente de revendications, Paris évoque l'hypothèse d'une application d'Al-Qaïda Maghreb. Selon les toutes dernières informations, les otages seraient ce soir détenus au Mali. Le dossier Rome qui empoisonne toujours le climat politique européen. Pour sortir de la crise, le Conseil de l'Europe entre en piste. Les 47 pays du Conseil de cette institution européenne se réuniront fin octobre pour tenter de sortir de l'impasse. Et puis cette alerte terroriste en Grande-Bretagne. 5 personnes arrêtées par Scotland Yard. Il en fallait plus pour perturber la visite papale. Benoît XVI poursuit tranquillement son voyage œcuménique. Je vous le disais à l'instant, les otages français seraient retenus ce soir au Mali. L'information vient tout juste de nous parvenir. L'inquiétude, on le sait, est grande après l'enlèvement hier dans le nord Niger de 7 personnes, dont 5 Français, salariés du groupe nucléaire Areva ou de ses sous-traitants. Le géant industriel français a commencé aujourd'hui des opérations de rapatriement de ses employés vers la France ou vers la capitale du pays, le Niger, Niamey. Si Paris ne néglige aucune hypothèse, c'est bien l'ombre d'Al-Qaïda Maghreb islamique qui plane sur cette affaire. Sophie Normand. Toujours pas de revendications ni de demande de rançon. La France reste pour l'heure sans nouvelles de ces 5 ressortissants. Cela nous amène bien entendu à envisager toutes les hypothèses sur les auteurs, la nature, l'identité, les motifs de ceux qui ont effectué cet enlèvement. Parmi les hypothèses, les assaillants pourraient être des rebelles Touaregs. Dans une région où Areva produit la moitié de son uranium, la communauté Touareg réclame une juste répartition des bénéfices. Soupçon démenti dans la journée par un responsable Touareg qui dénonce une grave accusation. Reste la piste islamiste la plus probable selon le ministère. Bernard Kouchner a évoqué ce matin la responsabilité de la mouvance d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce groupe avait annoncé la mort de Michel Germano en juillet dernier, quelques jours après une opération franco-mauritanienne menée contre une de ses bases au Mali. AQMI avait alors promis de se venger. Le rapt de l'humanitaire avait eu lieu en avril au Niger. Il avait fallu attendre plusieurs jours avant que l'organisation revendique son enlèvement. Nous reviendrons dans quelques minutes sur ce dossier avec nos invités. Le pape est calme, a indiqué son porte-parole. Et pourtant, au 2e jour de la visite au Royaume-Uni de Benoît XVI, la police londonienne a arrêté 5 hommes soupçonnés de complot terroriste. Les dispositifs de sécurité n'ont pas été modifiés, comme le programme de la visite du souverain pontife. Le moins qu'on puisse dire est que la confusion demeure après le Conseil européen d'hier, largement consacré au dossier Rome. À en croire Viviane Reding, la commissaire européenne à la justice, eh bien, plusieurs procédures juridiques seraient à l'étude pour tenter de régler le bras de fer que se livrent Bruxelles et Paris sur ce dossier. Après le Conseil européen, c'est le Conseil de l'Europe, cette fois, qui tente à son tour de faire entendre sa voix. Fabrice Cunet. Regardez la situation en Suède, au Danemark, un peu partout. Il y a un vrai sujet. Ne le traitons pas par des petites phrases. Ça suffit. Travaillons sérieusement. Face aux journalistes ce matin, Pierre Lelouch veut visiblement tourner la page d'une semaine de petites phrases. Et c'est le Conseil de l'Europe qui siffle la fin de la récré. L'institution qui regroupe 47 pays veut coordonner une initiative européenne concrète en faveur des 10 millions de Roms. C'est un problème pan-européen qui ne concerne pas seulement 2 pays, mais tous les États du continent européen. Il faut maintenant voir ce qu'il peut être fait et ce que nous n'avons pas fait jusque-là. C'est une honte d'avoir autant attendu alors que les moyens financiers et logistiques existent. Principale initiative, dresser un catalogue des obligations tant matérielles que légales à suivre et à respecter pour les pays européens vis-à-vis des Roms. Cette annonce faite à Paris a peut-être vocation à effacer le récent malentendu franco-allemand sur la question. Moi je vais à une réunion franco-allemande cet après-midi, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Aucun. Tout va très bien, Madame la Marquise. Avec l'Allemagne? Mais c'est comme ça, le franco-allemand, comme ça. La réunion des ministres européens concernés se tiendra en octobre pour valider le catalogue des obligations et les procédures de contrôle. D'ici là, la France sera fixée sur son sort. C'est fin septembre que la Commission européenne, cette fois, doit décider ou non d'une procédure d'infraction contre Paris. Et sa décision pèsera forcément sur les négociations au sein du Conseil.
Avec nous, Stéphane Rosès, qui vient d'arriver, politologue, professeur à Sciences Po, président de CAP. Alors revenons un instant sur les événements d'hier. Il y en a eu beaucoup. La passe d'armes musclée entre Nicolas Sarkozy et José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Et puis cet échange curieux entre Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel. Alors, est-ce qu'on peut considérer ces deux événements comme une véritable stratégie de communication du président français, Nicolas Sarkozy, ou plutôt le fait d'éléments plus ou moins contrôlés de son caractère? Il y a pu y avoir des éléments d'emportement, mais le fond n'est pas là. En fait, il y a pour Nicolas Sarkozy, depuis le discours de Grenoble, très clairement une stratégie. En fait, Nicolas Sarkozy est déjà en campagne, ou plus exactement, on n'est pas en campagne, mais comme auparavant, lors de la précédente présidentielle, déjà ministre du gouvernement, il avait essayé d'incarner la rupture alors qu'il faisait partie d'une majorité sortante. Nicolas Sarkozy innove en termes de communication politique. Il veut instaurer une rupture à l'intérieur même de sa présidence et très clairement en associant la lutte contre l'immigration avec la lutte contre l'insécurité, en pointant non pas des individus mais des appartenant à une communauté, en l'occurrence les Roms, en distinguant les nationalités françaises selon qu'elle est plus ou moins récente. Nicolas Sarkozy veut instaurer une rupture avec la façon traditionnelle de faire la politique, qu'il va ensuite exporter au plan européen. Alors évidemment, ça va heurter les règles européennes. Ah, ça, on l'a vu, on l'a entendu. Oui, on l'a vu, on l'a entendu, c'est ça l'élément de rupture. C'est une forme de berlusconisation à la française où il s'agit de faire passer des messages directement au peuple. Mais est-ce que cette nouvelle attitude de Nicolas Sarkozy, que vous mettez en parallèle avec Berlusconi en Italie, peut marcher en France, tout simplement? Alors, la France, c'est la France, justement. Évidemment, on peut pointer les médias, on peut pointer les corps intermédiaires qui ne font pas correctement leur travail parce que soi-même on veut réformer et aller au peuple. On peut pointer les institutions européennes, mais Nicolas Sarkozy est président de la République. Et ce faisant, il entraîne une désacralisation de la fonction. Or, l'Italie, Berlusconi peut avoir le peuple avec lui contre les élites parce qu'il y a une telle critique historique à l'égard du personnel politique, de l'État-nation italien qui n'a pas une véritable existence. Il peut C'est la culture politique italienne. La culture politique italienne fait que la symbolique politique peut être attaquée. On a le peuple avec soi. Tel n'est pas le cas en France. En France, on peut critiquer le personnel politique. Par contre, la symbolique de la politique et de la norme est quelque chose d'important, ce qui me fait dire que la poursuite d'une telle perspective sera, me semble-t-il, contre-productive à terme, pas seulement à la veille de la présidence du G20, mais même électoralement à la prochaine présidentielle. Merci de vos éclairages, Stéphane. On se retrouve bien sûr, comme chaque vendredi, la semaine prochaine. Merci. Brice Hortefeux, favorable à l'élection des juges d'application des peines. Il le dit dans une interview choc à paraître demain dans le Figaro Magazine. Le ministre de l'Intérieur propose également de faire passer la majorité pénale de 18 à 16 ans. Des propositions qui agacent fortement les syndicats de magistrats qui se disent ce soir consternés. La mort d'un des piliers du gaullisme, Jean-Marcel Jeanneney, s'est éteint à l'âge de 99 ans. Il avait été maintes fois ministre du général de Gaulle avant de prendre ses distances avec lui dans les années 70. Jean-Marcel Jeanneney avait voté par exemple en 1974 puis en 1981 pour le candidat socialiste à la présidentielle, François Mitterrand. Toute cette semaine, le Sénat a abordé le très délicat dossier des retraites avec les premières auditions en commission. Ce sera relâche la semaine prochaine en raison, vous le savez, de la tenue des journées parlementaires des groupes politiques que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur notre antenne. S'il est un texte qui cette semaine n'a pas déclenché les passions, c'est celui sur l'interdiction de la burqa, un texte voté en douceur et sans passion par les sénateurs. C'est le thème de la chronique de Tam Tranui tout de suite. Bonsoir Tam. Bonsoir. Alors effectivement, ce texte a été voté mardi dernier. Alors on se souvient des tumultes, des colères, des débats qu'il avait suscités il y a encore quelques mois. Et finalement, ce texte est passé sans encombre, sans passion, en souplesse, et en particulier ici, au Sénat. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ah oui, certes, il est passé en douceur dans l'hémicycle, mais il n'est pas passé en douceur partout. Il y a un endroit où il a continué de déclencher les passions, c'est dans le groupe socialiste du Sénat, tout simplement parce qu'il y avait deux écoles qui s'opposaient. Tout d'abord celle
celle du président du groupe socialiste, Jean-Pierre Bel, qui lui refusait de participer au vote. C'était le parti pris déjà du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui refusait de participer au scrutin pour deux raisons: l'inconstitutionnalité du texte, et puis d'autre part parce qu'ils estimaient qu'il stigmatisait les Roms. Et d'autre part, il y avait un autre camp, celui de Robert Badinter, où il y avait également d'autres personnes très, éminentes au sein du groupe socialiste, comme François Rebsamen, comme François Patriat, ou encore Jean-Pierre Masseret. Et de ce point de vue-là, Robert Badinter a été extrêmement ferme dans ce qu'il a pu assumer. Et d'ailleurs, il a très bien dit dans l'hémicycle, on l'écoute. Vous avez le principe aujourd'hui fondamental, presque primordial dans l'état de nos sociétés, de l'égalité entre hommes et femmes. Voici un moment où ce principe est défié. On ne peut pas s'accommoder d'un signe, d'un signal, d'une tenue qui, je le rappelle, est portée où et par qui? En premier lieu, s'agissant de la burqa, ce sont les talibans. Oui, donc finalement, seulement 46 socialistes sur 116 ont pris part au vote et ont voté pour. Les autres ont préféré ne pas participer. Cela dit, Tam, les tergiversations socialistes sur ce dossier ne datent pas d'hier quand même. Oui, c'est vrai. Depuis la mission d'information parlementaire sur le voile intégral, qui date de juillet 2009, c'est un petit peu la cacophonie. Les socialistes n'ont jamais été capables de parler d'une seule et même voix, ni sur la forme, ni sur le fond du texte. Par exemple, au printemps, la direction du PS était opposée au principe d'interdiction générale, mais il y avait déjà certaines voix divergentes, et pas des moindres. C'était quand même Manuel Valls, Aurélie Filippetti. Et puis pareil sur la forme, c'est-à-dire sur le fait que ce soit une loi. On se rappelle du postulat de départ de Martine Aubry qui disait « contre la burqa et contre la loi ». Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? On a préféré ne pas se prononcer et le groupe n'a pas participé au vote. Puis au Sénat, on l'a bien vu, il y avait deux écoles qui s'affrontaient. Et on constate finalement que le Parti socialiste, en tout cas les socialistes, sur ce type de dossier, n'ont pas toujours une attitude, en tout cas une vision très claire. Oui, c'est vrai. Et on se demande un petit peu ce que c'est. On ne sait pas si c'est un vrai combat idéologique, peut-être une stratégie d'opposition qui n'a pas vraiment remporté les adhésions de tout le monde, peut-être le fruit de dissensions internes également. Mais ce qui est sûr, c'est que les socialistes peinent à avoir une position claire sur les questions de société. Et on peut se rappeler, ça avait déjà été le cas pour le voile à l'école par exemple. Et puis, étant donné quand même l'émergence de ce type de thème dans le débat public, ça peut handicaper les socialistes, par exemple, pour de prochaines échéances électorales. Alors, pour en revenir au projet de loi sur la burqa, il va falloir encore attendre un petit mois et la décision du Conseil constitutionnel pour savoir s'il est en conformité avec la Constitution. La saga sur la burqa n'est donc pas tout à fait terminée. Merci beaucoup, Tam. À la semaine prochaine, à vendredi prochain. Je le rappelle, toute la semaine prochaine, entièrement consacrée aux journées parlementaires des groupes politiques que vous pourrez voir sur l'antenne des chaînes parlementaires. Tout autre chose, les journées désormais européennes du patrimoine, c'est ce week-end. Les monuments les plus secrets, les plus inaccessibles seront ouverts au public. Parmi les plus visités, l'Élysée bien sûr, et le Sénat, toujours extrêmement prisé. À noter qu'exceptionnellement, les magnifiques serres d'orchidées du Palais du Luxembourg seront ouverts à la visite. Retour tout de suite avec nos invités sur le principal titre de l'actualité, l'enlèvement des 5 Français opérés hier dans le nord Niger. Je vous le disais en titre, pas de revendication ni de demande de rançon à cette heure sur les enlèvements de 7 salariés d'Areva ou de ses sous-traitants sur le site d'une des principales mines d'uranium de la planète. Les images que vous voyez tournées au Niger par Dominique Hennequin il y a quelques mois seulement permettent de se rendre compte de cette région, l'une des plus dangereuses du monde, où le danger est partout et où les intérêts stratégiques et financiers sont absolument colossaux. Alors en absence d'informations, toutes les possibilités sont étudiées par les autorités françaises et nigériennes. Ce matin, Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, laissait entendre l'implication possible d'Al-Qaïda Maghreb islamiste dans ces événements. Le groupuscule est connu et actif dans cette région reculée du Sahara. C'est lui, vous vous en souvenez, qui avait revendiqué l'assassinat du Français Michel Germano
avant de prévenir l'État français de vengeance et de possibles représailles. Je vous présente Antoine Glaser, il est spécialiste de l'Afrique, journaliste. En face de lui, Charles Pellegrini, directeur de CP Conseil, ancien grand flic, également spécialiste de ces questions. J'aimerais commencer par vous avec les toutes dernières informations qu'on a reçues aux alentours de 19h, à savoir le fait que les otages français et leurs 2 camarades se trouveraient actuellement sur le territoire malien, c'est-à-dire qu'ils auraient passé la frontière nigérienne. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les otages? C'est une nouvelle. Je crois qu'il faut bien comprendre que les frontières sont toutes théoriques. Là. Ce sont 3-4 pays, mais en fait c'est une vraie zone, totalement une zone de non-droit dans laquelle les patrouilles d'Al-Qaïda ou de bandits de grand chemin, il y a quelques idéologues et puis tout le reste, il faut vivre. Donc on raquette, on vole, on prend des otages pour des échanges. Donc j'allais dire à la limite, ça a peu d'importance parce que cette zone est à peu près identique partout, sauf dans le sud algérien où la sécurité algérienne est quand même très organisée, très forte et très vigilante. Est-ce que cette information est de nature à renforcer l'hypothèse d'un enlèvement perpétré par Al-Qaïda Maghreb? Tout est possible, mais j'allais dire à la limite ça n'a pas d'importance parce que ce sont les mêmes. Si ce n'est pas Al-Qaïda, c'est d'autres qu'ils ont enlevés peut-être pour les négocier directement ou pour les vendre. J'allais dire c'est la même mouvance. C'est ça qu'il faut comprendre. L'hypothèse d'Al-Qaïda est toujours plausible, bien entendu. Tout à fait, complètement. Est-ce qu'on peut imaginer une vengeance d'Al-Qaïda Maghreb après l'épisode de Michel Germano, son assassinat et les représailles françaises? Alors, je ne crois pas à cela, parce que des informations qui m'ont été communiquées, cette affaire était préméditée. Il y a eu une implémentation des agresseurs dans le village pendant au moins 2 jours. Il y a eu une attaque à domicile et tout est possible, mais je trouve que c'était bien planifié pour être vraiment une vengeance. Je crois que c'est simplement une manière de se procurer de l'argent et de faire du bruit autour de la présence d'Areva au Niger. Un mot sur Al-Qaïda Maghreb islamiste. Est-ce que c'est un groupuscule qui a tendance à se renforcer aujourd'hui dans ce secteur du monde? En tout cas, il est fort, il est mobile, il est souvent invisible et il constitue, même s'il n'est pas très important, il constitue une menace pour l'ensemble des intérêts économiques et touristiques de la région. Une menace également au-delà de la Méditerranée. On a constaté à Paris des alertes à la bombe multiples, à la Tour Eiffel en particulier. On parle de risques terroristes aggravés. Est-ce que vous pouvez confirmer ces informations? Oui, mais la menace, elle est universelle aujourd'hui. Le terrorisme islamique peut frapper, pas partout, mais souvent, et notre proximité avec le Maghreb fait que nous sommes une cible privilégiée, en tout cas plus facile d'accès que certains autres pays. Alors, on a demandé à nos internautes, à nos téléspectateurs de répondre à cette question sur le site de notre partenaire, le nouvelobs.com. Vous allez le découvrir sur cet écran. Craignez-vous une menace terroriste en France? Eh bien, vous êtes non à une majorité, 54% à ne pas croire à une recrudescence d'un risque terroriste en France. Et vous êtes seulement 35% à dire oui à cette question. Je me tourne à présent vers Antoine Glaser, grand spécialiste de l'Afrique, on le sait. Finalement, qu'est-ce qui se joue là-bas, du côté de ce nord Niger où on trouve des choses extraordinaires comme par exemple des mines d'uranium absolument colossales? Il se joue, je veux dire, pour Areva, c'est que c'est extrêmement important. Je veux dire, ce qui se joue pour Areva au Niger, il faut savoir que le Niger représente environ plus de 50% de sa production d'uranium. Il faut savoir qu'un groupe comme Areva, quand ils vendent des centrales nucléaires, ils garantissent à leurs clients de leur fournir, comme si on vous vendait une voiture, on vous fournit le carburant pour 10 ans. Là, on vous fournit en même temps de l'uranium, et bien évidemment qui n'est pas enrichi sur place, mais qui est enrichi ultérieurement. On ne trouve pas de l'uranium comme ça facilement partout dans le monde. Le Areva a des gisements importants au Canada, au Kazakhstan, mais surtout au Niger. Il y a des projets ailleurs, mais le Niger représente son principal potentiel minier. Donc c'est une cible stratégique importante. Il faut savoir qu'on parle toujours de l'uranium civil, mais le nucléaire français aussi, le nucléaire militaire dépend aussi de cet uranium qu'on trouve en Afrique. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de cible pour des terroristes si plus important dans le Sahel qu'Areva. C'est dramatique quelque part, parce que Areva c'est vraiment la France et le nucléaire français. On ne faut pas sous-estimer
mais cet acte est quand même un acte majeur. Ça va, toute la présence française dans le Sahel, même les ONG depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan, est menacée maintenant parce que les gens vont partir. Les Français, toutes les communautés françaises vont partir. En tout cas, on apprend ce soir que Areva rapatrie à Paris l'ensemble de ses ressortissants français présents sur les sites des mines. Ce qui est une très mauvaise nouvelle, non seulement pour, bien évidemment, je veux dire, c'est pas simplement le groupe, mais pour l'ensemble même de ces pays. De l'ensemble des pays, il n'y a déjà plus de touristes, il n'y a déjà plus de Paris-Dakar. Si en même temps toutes les ONG quittent ces territoires, je veux dire, les terroristes auront vraiment réussi. Mais peut-on imaginer l'hypothèse que Areva se désengage de ces sites Areva ne peut pas se désengager de ces sites. Areva est en train et s'est engagé dans ce pays à mettre $1 milliard dans un gisement qui s'appelle Imoaren. C'est la future énorme mine d'uranium. Gisement, je veux dire, actuellement ils sont à 4000 tonnes. Ce seul gisement fait 5000 tonnes et devrait démarrer en 2013 ou 2015. C'est le problème qu'on n'entend pas. Le problème d'Areva, et le problème de la France en général, c'est que les gens s'imaginent que le Niger, c'est une ancienne colonie, que la France fait ce qu'elle veut au Niger. C'est une erreur fondamentale. Ces gouvernements sont absolument souverains et vous avez eu un coup d'État en février 2010 et je peux vous dire que vous n'entendez pas beaucoup la junte nigérienne. C'est quand même eux qui sont... L'armée nigérienne en 2007 a expulsé le Dominique Pain qui était le directeur local en reprochant à Areva de négocier avec les Touaregs et les rebelles locaux pour assurer sa propre sécurité. Donc je veux dire, c'est à l'armée nigérienne d'assurer aussi la sécurité d'Areva. Où en est le Niger aujourd'hui au niveau politique? Est-ce que c'est un pays stable politiquement? C'est un pays stable. Vous avez eu un coup d'État. Je veux dire, normalement il devrait y avoir des élections au premier trimestre 2011, mais je veux dire, on voit bien que le Niger, c'est un pays extrêmement faible. Comme le disait Charles Pellegrini, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Vous avez des services de sécurité. Vous n'entendez pas beaucoup d'attaques sur les champs de pétrole au sud de l'Algérie. Tandis que le Niger, le Mali, etc., c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc un sale coup et pour la France, et pour Areva, pour le Niger. Il ne pouvait pas y avoir de plus mauvaises nouvelles et pas de cible, meilleure cible pour des gens, quels que soient les rebelles, puisqu'il n'y a pas encore eu de revendication. Charles Pellegrini, on voit quelques images de cette future mine d'uranium géante qui s'ouvrira sous les couleurs d'Areva dans ce nord Niger. Comment peut-on, en matière de sécurité, pour des Français par exemple, il y en avait peu, mais il y en avait, travailler dans des conditions pareilles? On peut, tout est une question de moyens et de budget. En gros, la sécurité se fait, toute la sécurité extérieure, en principe, c'est l'armée du pays. On monte une caserne à côté, on leur construit des casernes, on leur donne du matériel. Et toute la sécurité intérieure, c'est des sociétés de sécurité privée dont c'est le métier. Alors, pour être honnête, j'ignore le niveau de sécurité d'Areva, mais je connais bien les responsables sécurité. Je pense que les moyens... C'est pas des amateurs, on peut l'imaginer. Ah non, pas du tout. Ce ne sont pas des amateurs. Ceci étant, il y avait, comme nous en avons parlé avec Antoine Glaser, il y avait des prémices, ce qui a été rapporté dans le monde. Et apparemment, il y a eu une implémentation préalable, mais à mon avis, nous sommes mal placés pour en parler précisément. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur le plateau de Public Sénat pour nous éclairer sur cette affaire. C'est la fin de ce journal. À suivre, un focus avec le sénateur Bernard Piras, 19h30, entre les lignes. N'oubliez pas toute l'actualité en permanence sur publicsénat.fr. Voilà, très bon week-end à tous. Merci. Moi, je ne songeais pas tellement à l'enseignement. Je sais que j'avais un goût assez vif pour la vie, la campagne, la vie à la nature. Et je sais qu'à un temps, je songeais plutôt aux eaux des forêts, par exemple. L'historien René Raymond a traversé le XXe siècle, dont il est devenu un des plus grands spécialistes. Il siégeait à la fois à l'Académie française, dans les amphis de Sciences Po Paris et sur le petit écran lors des soirées électorales. C'est la première fois depuis 23 ans qu'un homme politique se permet de porter un jugement sur mon objectivité. Pour cerner cette grande personnalité, Marc de Souter est allé sur ses traces de Lons-le-Saunier à la Bibliothèque nationale, en passant par le Vatican. René Raymond, l'histoire à cœur battant. Samedi à 22 h sur Public Sénat.
Près de Lyon, à Bourg-les-Valences précisément, une ancienne usine accueille des studios de films d'animation de renommée mondiale. Un projet porté dès le départ par Bernard Piras, le sénateur-maire. Cette cartoucherie était sur un site de 6 hectares. Qu'est-ce qu'il fallait en faire? Moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est restaurer ce bâtiment. On ne pouvait pas, ça aurait été un crime de le détruire. Il avait une qualité architecturale exceptionnelle, construit dans les années 1850. C'est une mémoire, c'est une histoire. En cartoucherie, vous avez vu jusqu'à 4000 ouvriers qui ont travaillé. Moi, je travaillais dans un grand atelier qui s'appelait le Central. C'était que des professionnels, alors ajusteurs, tourneurs, rectifieurs, alaiseurs. Et alors, on fabriquait de l'outillage qui servait aux machines qui fabriquaient donc les cartouches. Et bien aujourd'hui, la poudre a été remplacée par l'image. Donc, vous avez 9 entités, soit qui produisent, soit qui diffusent, des ciné d'animation et des jeux vidéo. Les étoiles filantes ont un secret. Il y a des milliards d'années, quand les premiers éclats d'espace venus de l'autre bout de l'univers sont arrivés sur notre planète, il s'est passé une chose extraordinaire. En ce moment, on termine un long métrage qui s'appelle Une vie de chat de Alain Gagnol et Jean-Loup Félicioli. C'est un dessin animé d'une facture très particulière, tout dessiné à la craie. Et Jacques-Rémy Girard, le créateur de La prophétie des grenouilles, qui a fait près d'1 million d'entrées, Miaël Migou, qui a fait 700 000 entrées, était emballé par ce lieu un peu particulier, qui était un ancien phalanstère, sur le type d'un ancien phalanstère. J'ai été touché par la magie intérieure de ce lieu, vraiment le coup de cœur. Il y a des colonnes en fonte, il y a de la brique, il y a de la pierre, il y a des poutres qui sont d'origine. Moi, je ressens une sorte de vibration. C'est très difficile à expliquer. Je me sens mieux ici que dans de la tôle. Et ça m'aide dans mon travail. Chaque plan est traité à la main. Là, on est vraiment au cœur de la tradition, le crayon, le papier, la gomme, le taille-crayon. Oui, je suis fier de ce qui a été fait. C'est un dossier que j'ai mené moi-même, ça. C'était quand même un pari difficile, et j'insiste, financièrement difficile pour la collectivité. Parce que 12 millions d'euros, quand nous, on dégage 6 à 7 millions d'investissements par an, vous en mettez 12 millions là-dessus, il faut aller chercher quand même pas mal de subventions pour pouvoir y parvenir. Sur le site de la cartoucherie, il n'y a pas que des studios de production comme Folimage, Tinto ou les Tanuki, qui sont des sociétés de production. Il y a tous les aspects du métier de l'animation, en passant par l'éducation à l'image, et La Poudrière, qui est une école de réalisation de films d'animation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un projet personnel, en fait, et voilà. Et qu'on fait de A à Z pendant l'année. Après, je peux pas en dire plus parce que c'est secret pour l'instant. Ce que tu croises chaque jour, c'est que l'animateur, réalisateur et producteur. Et du coup, tu fais l'école en même temps comme tu fais un stagiaire. Je travaille avec un décorateur extrêmement doué. On est en train de préparer un nouveau film, un nouveau long métrage, et il butait sur un problème graphique. Et il m'a dit, à l'école de la Poudrière, il y a un garçon là, j'aimerais bien voir si on ne pourrait pas l'embaucher une semaine. Eh bien, en quelques jours, ce jeune garçon qui a 22 ans l'a sorti de son problème. Moi, je trouve ça génial. Mon utopie de restaurer ce bâtiment, et ce rêve s'est réalisé.
Donc c'est bien. publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Je connais la chaîne, je l'ai découverte depuis peu et j'aime beaucoup. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment ma chaîne préférée maintenant. Il y a un documentaire absolument fascinant sur un collaborationniste des années 30, socialiste, et qui était tellement populaire à Bordeaux qu'il a failli être élu après. Bon, en fait, j'ai acheté une parabole en juin pour regarder la Coupe du Monde, en gros. Et après la Coupe du Monde, j'ai un petit peu arrêté, mais je me suis fixé sur Public Sénat et je regarde tout ce qui est historique.